Amis auditeurs, bonjour. Nous revoici pour notre émission Parole de citoyens, toujours avec Monsieur François Asselineau. Alors, pourquoi Valéry Giscard d'Estaing a-t-il retiré à la Banque de France son rôle de financement sans intérêt de l'État et des collectivités locales? Comment cela se passait-il avant ce moment et qu'est-ce qui a changé? Eh bien, d'abord, bonjour à tous vos auditeurs. Si l'on remonte au long des siècles, c'était une prérogative du souverain, du roi de France en France, que de frapper monnaie. Il faisait des monnaies en or ou en argent qui avaient une valeur en fonction du poids d'or ou d'argent. Parfois, cette valeur était d'ailleurs supérieure à le contenu en métal. On parlait à ce moment-là du seigneuriage, c'est-à-dire une espèce de recette que le roi faisait en imposant un cours à une monnaie qui était un peu supérieure au contenu de l'or ou de l'argent. Avec l'arrivée progressive du monde moderne et de la monnaie que l'on dit fiduciaire, c'est-à-dire avec les billets, on a affaire à une monnaie qui désormais a une valeur beaucoup plus de loin supérieure au matériau, au papier. Un billet vaut beaucoup plus cher que le papier sur lequel il est écrit. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de monnaie fiduciaire. Ça vient de fides, la foi, la confiance que l'on peut avoir. Alors comment ça se passait auparavant? Auparavant, lorsque un État, lorsque la France par exemple, faisait un déficit de ses activités, à dépenser plus qu'elle n'avait de recettes, il y avait plusieurs choses. Il y avait, au Moyen-Âge, dans les ateliers de la monnaie, eh bien, le roi de France pouvait demander de faire rogner les pièces. C'est pour récupérer un petit peu d'or ou d'argent pour en fabriquer d'autres. C'est ce qu'on appelle la dépréciation monétaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand vous avez des vieilles monnaies, des vieilles pièces qui remontent au Moyen-Âge, par exemple, très très souvent le pourtour est abîmé parce qu'il a été rogné. Il faut savoir que Dante, le poète florentin, qui a écrit en 1302 un poème qui s'appelle la Divine Comédie, qui est une des très grandes œuvres de la littérature médiévale européenne, a décidé dans cette espèce de poème très très long de placer le roi de France, qui était Philippe le Bel, dans l'enfer, justement parce qu'il dépréciait sa monnaie. Si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous montrer que ça ne date pas d'hier que la France a un état impécunieux. En fait, ça fait plus de 700 ans que l'on se plaint en France du déficit budgétaire. Donc je pense que c'est important à rappeler, parce que même s'il est exact qu'il y a eu certaines périodes de notre histoire, notamment sous la Troisième République, à la fin du XIXe siècle, ou bien sous Poincaré, où l'on a eu des budgets en équilibre, voire en excédent, sur la grande longueur historique, eh bien, le budget de la France a toujours été un peu en déficit. C'est d'ailleurs pas spécifique à la France, c'est un problème qui se retrouve de façon tout à fait générale dans de très très nombreux pays du monde. Alors, il y a un point qui est important à comprendre, c'est qu'un État n'est pas comme un ménage. Un ménage, une personne, quand elle a atteint 60, 65, 70 ans, en général, elle ne peut plus s'endetter. Il faut qu'elle rembourse ses dettes parce que malheureusement, chaque être humain a une durée de vie qui fait que les banques ne prêtent plus au-delà de 65 ou 70 ans. En revanche, un État, lui, est éternel, de telle sorte que la dette d'un État est reportée aux générations suivantes, qui reportent et qui reportent et qui reportent, ainsi de suite. On peut donc dire qu'il y a une dette de l'État depuis 7 siècles, au minimum. Alors comment ça se passait auparavant? Lorsqu'il y avait un déficit, la Banque de France pouvait tout simplement créer de la monnaie à partir de rien, ex nihilo comme on dit. C'est-à-dire, quand on manquait d'argent, on créait de la monnaie, surtout si c'était de la monnaie sous forme de billets de banque. Il suffisait de le combler. Alors on a appelé ça de façon péjorative la planche à billets. Pourquoi de façon péjorative? Parce qu'évidemment, ce système présente un avantage et un inconvénient. L'avantage, il est facile à comprendre. C'est que lorsque l'État fait du déficit, il suffit de créer de la monnaie pour éponger le déficit. L'inconvénient, c'est que si on crée de la monnaie de cette façon, il va y avoir de plus en plus de monnaie. Et comme vous le savez, ce qui est rare est cher, et ce qui n'est pas rare n'est pas cher. Donc plus on produit de la monnaie, et plus la monnaie va se déprécier, et que si la monnaie se déprécie, les prix vont augmenter. Donc c'est un système qui est inflationniste par principe.
Alors auparavant, il y avait, après la Seconde Guerre mondiale, le système des accords dits de Bretton Woods, qui avait été élaboré en 1944 et qui fixait que l'une monnaie devait être convertible avec un poids d'or fixe. C'était le dollar qui on disait qu'une once d'or valait 35 dollars. Et il y avait un lien fixe entre toutes les monnaies qui appartenaient à ce système. Ça veut donc dire qu'auparavant, on pouvait certes créer de la monnaie, mais on ne pouvait pas le créer n'importe comment quand même, puisqu'il y avait cette espèce de ressort de rappel qui était quand même qu'il fallait garder un étalon de change or. Tout a changé en 1960, dans les années 60, lorsque les Américains ont commencé à faire des déficits de leur budget de plus en plus importants, et donc à créer de la monnaie fictivement, si j'ose dire, à avoir recours à la planche à billets. Ça avait amené le général de Gaulle en 1965 à rappeler aux États-Unis qu'ils devaient respecter l'étalon de change or. Sinon, comme le dollar était la monnaie la plus répandue dans le monde et qui servait à toutes les transactions financières ou également comme monnaie de réserve, eh bien les États-Unis pourraient émettre de la monnaie pour acheter tout, s'ils n'avaient pas une limite. Alors ça a duré comme ça jusqu'en 1971, De Gaulle est mort en 69, et le 15 août 71, eh bien les États-Unis, par la voix de son président Richard Nixon, ont décidé de casser les accords de Bretton Woods, et donc qu'il n'y ait plus de lien d'étalons de change or, donc que les monnaies n'étaient plus que comme une espèce de matière première qui s'échangeait, qui variait du jour au lendemain, heure par heure, en s'échangeant les unes contre les autres, sans qu'il y ait un lien avec un métal précieux. Alors c'est dans tout cet ensemble-là qu'il faut replacer la loi de 1973, dite loi Pompidou. Pompidou étant premier président de la République, Valéry Giscard d'Estaing étant ministre des Finances. Puisque, comme les accords de Bretton Woods ont volé en éclats, les monnaies n'ont plus de lien avec un métal précieux. Dans l'ensemble du monde occidental, il a été décidé, sous la pression notamment des établissements bancaires, il a été décidé que pour empêcher les États d'avoir recours massivement à la planche à billets, puisque maintenant ils n'étaient plus contraints par avoir un mécanisme de change or, eh bien on allait retirer aux États la possibilité d'émettre eux-mêmes leur monnaie. La Banque de France n'a plus la possibilité qu'elle avait eue pendant des siècles, en fait, de combler les déficits de l'État en France. Donc la raison pour laquelle votre question, Valéry Giscard d'Estaing, a pris cette décision, c'est pas seulement Valéry Giscard d'Estaing, c'est le président Pompidou, c'est l'ensemble du monde occidental, eh bien c'était pour compenser la rupture des accords de Bretton Woods et pour avoir une espèce de système qui empêcherait l'inflation. Ce qui se cache derrière cette histoire, c'est la théorie selon laquelle si on laisse aux États la possibilité de créer de la monnaie pour rembourser leurs dettes, à ce moment-là, ils vont faire énormément d'inflation, ce qui est effectivement un risque. En revanche, ce qui n'a pas été suffisamment mesuré, du moins par les opinions publiques à l'époque, c'est que l'on est passé d'un risque à son contraire. Parce que quel est le risque contraire? C'est que si ça n'est plus une banque centrale qui crée de la monnaie gratuitement, sans intérêt, à ce moment-là, les États vont, comme un particulier, être obligés d'aller emprunter à des banques ou sur les marchés financiers les sommes dont ils ont besoin, et cette fois-ci en payant des intérêts. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a changé d'univers, que nous sommes entrés dans un univers avec des taux d'intérêt réels positifs, supérieurs à l'inflation, et avec une montée continuelle, pas seulement en France, mais dans l'ensemble du monde occidental, de la dette publique qui atteint désormais des sommets et qui est en train d'entraîner le monde occidental dans le gouffre et dans une faillite générale. Alors, François Asselineau, la Oui. dette publique de la France, elle est environ de 1800 milliards d'euros, dont 1600 milliards d'intérêts. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ce calcul a été formulé, on le trouve sur Internet, ce sont des hypothèses. Parce que vous savez qu'en économie, c'est toujours très difficile. L'économie n'est pas une science exacte. Sur, par exemple, quel aurait été le taux de croissance, quels auraient été les besoins en financement, etc., etc. Donc il y a effectivement des informations qui circulent sur Internet et qui disent que sur les 1800 milliards d'euros que la France, ou 1900 milliards d'euros que la France a comme endettement public dont je rappelle que c'est pas seulement celui de l'État mais également celui des collectivités locales, et que sur ces 1900 milliards, eh bien, il y aurait en gros 80-90% qui serait ce cumul des intérêts.
c'est que désormais, les États sont obligés de payer des intérêts alors qu'auparavant, ils ne l'étaient pas. Alors, les promoteurs de cette affaire disent que ça fait baisser, que ça a assuré une baisse de l'inflation. Il y a des critiques qui disent, preuves à l'appui d'ailleurs, que ça n'est pas vrai, qu'on a eu des inflations que l'inflation n'a pas été atténuée à ce point, qu'il y a même eu des pointes. Donc tout ça, ce sont des querelles d'experts. Ça dépend ça dépend la chronologie, ça dépend la durée sur laquelle on observe les taux d'inflation, par exemple, parce qu'il y a eu effectivement en 1973, puis en 1979, il y a eu des chocs pétroliers qui ont provoqué beaucoup d'inflation. Pour être simple et pour que vos auditeurs aient l'esprit clair, il faut savoir que très probablement, on peut estimer que si la France et si les pays du monde occidental avaient conservé le système antérieur, leur dette publique serait certainement très très inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. En revanche, il est raisonnable de penser que l'inflation sur la même période aurait été supérieure parce que l'inflation est relativement contenue depuis quelques années, quoique là aussi c'est un sujet très disputé puisque vous savez que beaucoup de gens et beaucoup de Français considèrent que l'inflation, notamment le passage à l'euro, a fait exploser les prix, ce qui est vrai notamment pour les biens de première nécessité. Et donc pour conclure sur votre question, on peut considérer encore une fois que même si les chiffres sont contestables à quelques centaines de milliards d'euros près, excusez-moi de l'imprécision, mais on peut considérer que, en effet, le système actuel est un système qui ne peut qu'augmenter la dette publique, et parce qu'il demande aux États de payer des intérêts, or les États, de notre point de vue macroéconomique, ne sont pas créés. Donc, en fait, chaque État crée de plus en plus de dettes publiques, alors même qu'il ne cesse de tailler dans ses dépenses. Je me permets d'insister sur quelque chose qui est perdu de vue par les Français, par exemple, c'est que ça fait des années, ça fait même des décennies que nous sommes en période de restriction budgétaire. J'étais moi-même directeur de cabinet d'un ministre en 1995 et le plan, à l'époque le Premier ministre était M. Juppé, et ce qu'on avait appelé le plan Juppé, il avait décidé que tous les budgets de tous les ministères seraient ratiboisés de 8%. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui ne cesse d'être fait depuis maintenant environ 17 ans. Pourtant, les Français remarquent que la dette publique n'arrête pas de grimper. Ça veut donc bien dire qu'il y a un problème derrière qui n'est pas uniquement le train de vie de l'État, comme certains voudraient le faire croire. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de supprimer, on supprime constamment des services hospitaliers, des écoles, des services publics, on diminue le nombre des fonctionnaires, il n'y en a plus qu'un sur deux qui est remplacé, enfin tout ceci est connu, et pourtant, plus on fait ça, et plus la dette publique continue. Bon, alors nous allons continuer notre discussion. Alors maintenant, M. Astino, pourquoi les médias ne parlent-ils que de la dette publique en France et non de la dette des entreprises et de la dette des particuliers ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que en réalité, pour mesurer, vous savez, on dit toujours aux Français, c'est affreux ce que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, etc. Alors d'abord, je rappelle ce que je disais en préambule, la réponse à ma première question, c'est que les États sont reportables, vont hériter des dettes de la France de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, et puis nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants hériteront de notre dette, et tout ceci depuis des siècles. Donc, c'est vrai, bien entendu, qu'il faut faire attention à l'endettement public, ça c'est une chose qui est certaine, mais l'endettement public finalement c'est d'une certaine façon ça devrait être moins grave que l'endettement privé, c'est-à-dire l'endettement des ménages et l'endettement des entreprises, parce que ça, l'endettement des ménages, bien quand vous êtes endetté, il faut bien rembourser, et ça c'est à une durée de vie précise. Alors, je me permets d'insister sur un fait qui est très important, c'est que on dit toujours aux Français, on veut leur faire peur sur la situation de la France, en leur disant que la France est en faillite, mais la France a actuellement une dette publique, c'est-à-dire donc de l'État et des collectivités locales, qui est, disons, de l'ordre de 85% ou 90% de son produit intérieur brut. Soit dit en passant, c'est beaucoup plus que le fameux critère de Maastricht, dont on nous a rebattu les oreilles pendant des années, qui limitait ce taux à 60%.
on voit qu'on est passé à 85 ou 90%, alors qu'on nous expliquait qu'on c'était absolument impossible. Je rappelle quand même que M. Sarkozy a été élu en 2007 pour réduire la dette publique. Or, jamais la dette publique n'a autant augmenté que depuis que M. Sarkozy est président de la République, puisqu'on estime qu'il a fait, sous sa présidence, la dette publique a augmenté d'au moins 40%, avec sans doute plus 500 milliards d'euros. Voilà, ce qui prouve donc bien qu'il ne s'agit pas uniquement de faire preuve de volonté, parce qu'on peut estimer que M. Sarkozy voulait diminuer la dette publique. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir la volonté, il faut encore le pouvoir. Et je reboucle sur la question précédente. La question de l'augmentation de la dette publique ne dépend pas uniquement des dépenses de l'État, elle dépend aussi de beaucoup d'autres facteurs, notamment le taux de croissance de l'économie et notamment qui est les taux d'intérêt versés aux marchés financiers et aux banques vers lesquels l'État se tourne pour se financer depuis 1973. Ça, c'est donc la dette publique. Mais il faut ajouter effectivement la dette de deux autres grands acteurs, comme on dit, dans l'économie, qui sont la dette des ménages et la dette des entreprises. Alors en France, il faut savoir que, en gros, alors que la dette publique représente quelque chose comme 85 à 90% du produit intérieur brut, la dette des entreprises représente aux alentours de 55 à 60% du produit intérieur brut, la dette cumulée de toutes les entreprises, et la dette cumulée des ménages, c'est aux alentours de 30 à 35%, disons 32-33% du produit intérieur brut. Alors ce sont des chiffres qu'il faut avoir à l'esprit. Je sais que vos auditeurs n'y sont pas forcément familiers, parce que c'est ce qu'on appelle de la macroéconomie, donc ce sont des sujets qui paraissent un peu techniques. Je vais essayer de le rendre simple en attirant leur attention sur le fait que la France est donc beaucoup moins endettée que ne le sont les États-Unis d'Amérique, qui sont le pays le plus endetté du monde. Parce que pendant que la France est aux alentours de 85 à 90% d'endettement public, les États-Unis sont à peu près eux-mêmes aux alentours de 100% de leur produit intérieur brut en matière de dette publique. Mais la dette des entreprises, je vous ai dit qu'en France, elle était aux alentours de 57% du produit intérieur brut, la dette de toutes les entreprises. Aux États-Unis, elle est de l'ordre de 210%. Elle est donc à peu près 4 fois supérieure, 3,8 à 4 fois supérieure au prorata des PIB, au prorata de la taille des économies, que la dette des entreprises françaises. Donc les entreprises américaines sont considérablement plus endettées. Quant aux ménages, eh bien, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, à l'instant, que les ménages français, la dette des ménages français était de l'ordre de 32% du PIB. La dette des ménages américains, on l'estime aux alentours de 110 à 120 ou 130% du produit intérieur brut. Ça veut donc dire que les ménages américains sont en moyenne 4 fois plus endettés que les ménages français. Alors je crois que c'est important à avoir tout ceci à l'esprit, parce qu'en France, on se focalise, plus exactement les médias focalisent l'attention du grand public uniquement sur l'endettement de l'État, avec une arrière-pensée extrêmement politique derrière. Parce que l'arrière-pensée consiste à laisser entendre que l'État fait toujours tout mal et qu'il faudrait tout privatiser. Donc, en réalité, vendre notre patrimoine public. Et le vendre à qui ? Bien ceux qui ont de l'argent. Et qui a de l'argent ? Eh bien, ce sont justement les fonds de pension, notamment américains, qui sont gorgés de cette monnaie qui est quasiment fictive, qui est devenue le dollar. Donc, il y a derrière des raisonnements macroéconomiques qui s'apparentent à un pillage généralisé des patrimoines publics. On est en train de le voir en Grèce. Mais ce sur quoi, effectivement, c'est pour ça que votre question est excellente, si je peux me permettre de le souligner, c'est qu'on ne dit jamais aux Français que les ménages français sont en moyenne, je parle bien entendu, sont en moyenne, sont statistiquement très peu endettés. D'ailleurs, ce sont les ménages les moins endettés de tout le monde occidental. Ce sont les ménages qui ont le plus fort taux d'épargne de toute l'Europe et d'Amérique du Nord. Nous ne sommes battus que par les Japonais ou les Coréens qui, eux, parce que les peuples d'Asie ont des très très forts taux d'épargne. Mais les Français ont un fort taux d'épargne de l'ordre de 17 à 18% de leurs revenus, qui témoigne que nous sommes restés, dans le fond, un peuple d'origine paysanne qui aime un peu à thésauriser pour les vieux jours. Vous savez que nous sommes également parmi les champions du monde en matière de possession d'or. Voilà.
Donc la situation financière des ménages, je ne dis pas bien entendu qu'il n'y a pas des cas particuliers, il y a des dizaines de milliers de ménages qui sont surendettés, ça c'est une autre histoire. Mais en termes macroéconomiques au niveau de la nation, les ménages français sont vraiment les moins endettés de tous les pays occidentaux et les entreprises françaises sont également relativement peu endettées par rapport à l'ensemble des pays occidentaux. Donc c'est un élément qui est important d'avoir à l'esprit quand on veut formuler un jugement général sur une économie. Merci François Asselineau. Et comment la BCE peut-elle influer sur le système économique en France ? Quel est le rôle joué par les banques privées sur l'économie française ? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se garder de toute généralité ou de tout propos de tribune du style « il faut supprimer les banques », par exemple. Bon. Depuis toute éternité, les banques jouent un rôle important qui est un rôle d'intermédiation pour prêter de l'argent. Il n'y a pas depuis l'Antiquité, en tout cas depuis la Renaissance, les banques sont un métier qui s'est imposé. Il y a aussi des banques dans les pays communistes. Donc, le principe même d'avoir un établissement où l'on puisse emprunter de l'argent, un établissement qui fasse commerce de l'argent, est un principe qui n'est plus contesté par personne et qui, encore une fois, existe même dans les pays communistes. Alors, la question est de savoir maintenant qui doit posséder ces banques et pourquoi faire. Alors, la Banque centrale européenne, une banque centrale qui coordonne l'ensemble des banques centrales nationales des différents pays de la zone euro. Là, il y a quelque chose qui est très important à comprendre et que, excusez-moi de vous le dire, mais pratiquement personne n'explique jamais aux Français parce que la plupart de nos responsables sont ignorants de la façon dont ça marche. Je pèse mes mots. Même, j'ai déjà entendu des ministres ou des responsables politiques ou même des dirigeants de grandes entreprises ou de banques se tromper sur le fonctionnement de l'euro. L'euro, il faut savoir que le traité de Maastricht, qui a créé la monnaie commune européenne, a gardé les banques centrales des différents États qui composent l'Union européenne et notamment des États qui vont entrer dans la zone euro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, il y a toujours la Banque de France. En Grèce, il y a toujours la Banque de Grèce. En Italie, la Banque d'Italie. En Allemagne, ça s'appelle la Bundesbank, la Banque fédérale, etc. Donc chaque État a conservé sa banque centrale nationale. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, chaque État a conservé sa propre monnaie. Sauf que cette monnaie, avant ça s'appelait le franc en France, la lire en Italie, le drachme en Grèce, le Deutsche Mark en Allemagne, eh bien les pays qui sont entrés dans la zone euro ont décidé que leur monnaie désormais s'appellerait l'euro. Que cette monnaie aurait un même dessin, les mêmes billets de banque, sauf pour les pièces, où les pièces ont gardé une face nationale selon les États, et que toutes ces monnaies s'échangeraient au taux de 1 pour 1, de façon illimitée en quantité et dans le temps. Donc pour le grand public, on a le sentiment que l'euro est une monnaie unique. C'est-à-dire vous avez un billet de 20 € que vous sortez d'un distributeur à Paris, et vous allez vous pouvez payer avec ce billet de 20 €, vous pouvez payer chez un commerçant à Rome, à Berlin, à Madrid, ou à Lisbonne, ou à Vienne en Autriche, etc., dans tous les pays de la zone. Donc les gens ont le sentiment que c'est une monnaie unique. En réalité, ça n'est pas une monnaie unique. Ça a l'apparence de la monnaie unique, mais c'est une monnaie commune, c'est-à-dire que lorsque vous avez des euros en francs sur votre compte courant dans une banque, vous avez une créance sur la Banque centrale de France. Mais si vous transférez cet argent et que vous l'ouvrez dans un compte en Allemagne, votre créance va devenir une créance sur la Banque centrale allemande. Alors tout ce système qui est très compliqué, c'est pour ça que les gens n'y comprennent pas grand-chose, même les experts, ce système est qualifié dans le traité de Maastricht de l'acronyme en français SEBC, qui veut dire Système européen de banque centrale. Et donc la Banque centrale européenne, pour répondre à votre question, est un peu le chef d'orchestre qui coordonne l'activité des différentes banques centrales des différents États membres qui donc, encore une fois, j'insiste, sont toujours là, continuent d'exister et les euros sont dans chacun des pays des créances respectives sur ces banques centrales. Il faut bien voir qu'on aurait pu avoir un autre système. Lorsque par exemple l'Allemagne de l'Est
a fusionné avec l'Allemagne de l'Ouest en 1991, lorsqu'il y a eu la réunification allemande, à ce moment-là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que la banque centrale de l'Allemagne de l'Est a été supprimée et que le mark Est, la monnaie de l'Allemagne de l'Est, a été supprimée. Et que c'est le Deutsche Mark et la Bundesbank qui ont étendu leur activité à l'ensemble de l'Allemagne réunifiée, avec une seule banque centrale, la Bundesbank, une seule monnaie, le Deutsche Mark. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Allemands, quand ils parlent du Deutsche Mark, ils l'appellent en allemand die Einheitliche Währung, ça veut dire la monnaie unique, la monnaie de l'unité allemande. Lorsque les Allemands parlent de l'euro, ils disent die Gemeinsame Währung, ce qui veut dire la monnaie commune, parce que ça n'est pas une monnaie unique, je reviens dessus. Alors ces banques centrales européennes, donc, ont chacune supervise un petit peu leurs économies, mais comme elles sont dans un système européen de banque centrale avec une monnaie commune, eh bien la Banque centrale européenne, c'est elle qui fixe les taux d'intérêt, les taux de refinancement, pour parler précisément, dans l'ensemble de la zone. Alors au sein de la Banque centrale européenne, pour prendre cette décision qui est capitale pour le fonctionnement de l'économie, le taux d'intérêt, le taux de refinancement qui est fixé par une banque centrale est évidemment absolument décisif pour accompagner l'économie, pour l'accélérer, la ralentir, enfin, etc. Donc ce sont des choses très importantes pour gérer ou ne pas gérer le taux de change externe. Donc tout ceci est décidé par la Banque centrale européenne, mais qui à la Banque centrale européenne? Eh bien, le Conseil des gouverneurs, où se trouve le gouverneur de la Banque centrale européenne, c'était récemment encore M. Trichet, maintenant c'est M. Mario Draghi, mais les médias ont toujours un peu tendance à faire dans le sensationnalisme. On présentait M. Trichet comme si c'était lui qui décidait de tout, mais le pauvre M. Trichet, vous savez, il ne décidait pas de grand-chose, comme M. Draghi aujourd'hui, parce qu'en réalité, il a un conseil où sont représentés les gouverneurs de toutes les banques centrales. Il y a le gouverneur de la Bundesbank, le gouverneur de la Banque de France, le gouverneur de la Banque d'Italie. Et donc, ils ont des réunions où chacun s'empoigne, parce que chacun essaie de faire prévaloir les taux d'intérêt qui seraient nécessaires pour l'état de son économie. Et c'est là tout le drame de la zone euro, c'est que les économies des pays de la zone euro n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ce sont des économies très différentes. Il y en a qui sont très industrialisées, très compétitives, comme l'Allemagne. Il y en a qui sont sous-industrialisées, sous-compétitives, comme la Grèce, par exemple, ou le Portugal. Il y en a qui sont en forte croissance, ou qui étaient en assez forte croissance. C'était le cas dans les années 2005-2006 de l'Irlande, par exemple, qui bénéficiait d'investissements étrangers très importants. Et puis il y en avait d'autres qui étaient au bord de la récession ou en récession, c'était le cas notamment de l'Italie ou de la France. Donc il aurait fallu, dans un cas, avoir des taux d'intérêt élevés, dans un autre cas, avoir des taux d'intérêt très bas. Donc c'est une foire d'empoigne, une espèce d'empoignade générale qui se passe régulièrement au sein de la BCE, derrière les portes capitonnées. Donc tout ce petit monde donne l'impression de s'entendre merveilleusement bien. En réalité, il s'étripe dès que les portes sont fermées. Et en réalité, que fait la BCE? Sous un dehors pseudo-technique, elle sort simplement comme conséquence un taux d'intérêt moyen entre les différentes contraintes qui sont formées. Alors, à partir de 2010, M. Astino, la BCE et les ministres des Finances de la zone euro ont multiplié les opérations de sauvetage de l'euro. Alors, on a le SMP, ELA, FESF, MES. Que veulent dire ces acronymes? Qui paye quoi? Et à quoi servent-ils? Quelles seraient les conséquences d'une perte de notre AAA? Alors, les conséquences de la perte du AA, maintenant on les voit. La France a perdu son AA, du moins par l'une des agences de notation, Standard & Poor's. Elle ne l'a pas perdu auprès des autres. Tendanciellement, ça veut dire que nous aurons une augmentation du coût des obligations d'État. Actuellement, lorsqu'un État a besoin de se refinancer, on reboucle sur la question du début, les États ont besoin de se refinancer, donc ils se portent sur les marchés financiers, ils émettent des obligations. Et ces obligations, donc, sont achetées ou ne sont pas achetées par des intervenants du monde entier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, lorsque l'Allemagne se refinance sur, mettons, des obligations à 7 ans, le taux d'intérêt qui est celui auquel ces obligations peuvent être vendues est de l'ordre de 1,3, 1,4%. En revanche, lorsque c'est l'Italie qui fait ça, les taux d'intérêt ont énormément monté, sont un peu redescendus depuis quelques jours, mais en gros sont aux alentours de 6,5 à 7%.
Et puis la France est aux alentours de 3%, et puis l'Espagne est aux alentours de 6%. Ça veut dire quoi tout ça? Puisqu'il s'agit d'une seule monnaie commune qui est au taux de change de 1 pour 1 et qui normalement qui doit pouvoir s'échanger librement sans limitation de temps. Normalement, les États devraient tous se refinancer au même prix. Il n'y a pas de raison de payer plus pour des obligations de la banque de l'État italien en euros que pour des obligations de l'Allemagne en euros. En réalité donc, si les obligations de l'Italie coûtent beaucoup plus cher sur les marchés financiers, l'Italie est obligée de payer des intérêts beaucoup supérieurs, eh bien ça correspond à une prime de risque, si l'on peut dire. Ça correspond tout simplement au fait que les marchés financiers sont dubitatifs et même très sceptiques sur l'idée que dans 7 ans, l'Italie sera encore dans la zone euro. Ça veut dire tout simplement que les marchés financiers pensent plus le taux d'intérêt monte, plus le différentiel entre les taux d'intérêt entre l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, etc., plus ce différentiel s'accroît, plus cela signifie que l'ensemble des marchés financiers mondiaux pensent que l'euro va exploser. Alors maintenant, vous m'avez parlé effectivement de tous ces mécanismes ahurissants. Ce qui est quand même tout à fait choquant, c'est qu'on lance des sommes qui sont colossales. Je rappelle quand même qu'en France, vos auditeurs sont bien placés pour savoir que l'on ferme, je reviens encore sur cette idée, on ferme des services publics parce que prétendument on ne peut plus avoir des postes dans des petits villages de campagne, parce que prétendument il faut rationaliser les hôpitaux, donc on ferme des cliniques, on ferme des hôpitaux, on ferme des gendarmeries, on ferme des écoles, etc. Et tout ça, c'est pour gagner quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers d'euros, parfois quelques millions d'euros. Mais là, ce dont on parle, c'est que, vous avez vu, il suffit d'écouter les informations, c'est que pour sauver l'euro, il n'y a jamais rien de trop beau. On lance des montants qui sont de 440 milliards d'euros pour le Fonds européen de solidarité financière, et puis après 800 milliards d'euros, et puis 1000 milliards d'euros, enfin, on n'y comprend plus rien. Alors, ce que vous répondent les techniciens, ils vous disent oui, mais ce n'est pas de l'argent qui est sorti sonnant et trébuchant, ce sont des promesses de garantie. Certes, ce sont des garanties. Ça veut dire que l'État, ça veut dire que par exemple le FESF, la France, aurait une part qui pourrait être de l'ordre de 90 à 100 milliards d'euros de garantie pour ce fonds. Mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Accorder une garantie, ça n'est pas la même chose que de ne pas en accorder. Accorder une garantie, ça veut dire que si les choses tournent mal, eh bien, ça veut dire que la France pourrait être amenée, en effet, à accorder jusqu'à 90 ou 100 milliards d'euros pour rembourser des prêts devenus insolvables. Donc ce sont des sujets d'une importance considérable parce qu'en définitive, qui en bout de ligne paiera? Eh bien, ce sont comme d'habitude les contribuables. Donc ce débat, qui est un débat absolument considérable, est en réalité subtilisé aux Français. On leur explique que circuler, il n'y a rien à voir. On leur explique que l'euro, de toute façon, est une chose formidable et fantastique, alors que tous les Français ont pu constater que le niveau de vie, le pouvoir d'achat a baissé depuis l'introduction de l'euro, du moins sur toute une série de produits de grande consommation, l'alimentation notamment, ou les loyers. Et les perspectives, d'ailleurs, n'ont jamais été aussi mauvaises dans la zone euro. Ça fait maintenant plus de 10 ans que la zone euro est la zone de plus faible croissance mondiale au niveau du monde entier. Donc le débat sur l'euro en France n'a pas lieu. Il n'a pas lieu parce qu'il est polémique. On met sur la place publique, on fait monter Madame Le Pen et le Front National pour parler de ces questions, mais le Front National parle également d'autres sujets qui sont des sujets très polémiques sur l'immigration ou sur tel ou tel ou sur la peine de mort, ou bien Madame Le Pen trouve malin d'aller faire des valses viennoises avec des partis d'extrême droite, etc. Donc en réalité tout ceci est dans le cirque médiatique. On a mis dans la tête des Français que s'interroger sur l'avenir de l'euro, c'était forcément être d'extrême droite. Or c'est totalement faux, ça n'a strictement aucun rapport. L'euro, tous les spécialistes, tous les gens qui connaissent très bien le sujet, dans le monde entier, notamment en Asie, en Amérique, etc., les grands spécialistes, il y a plusieurs prix Nobel d'économie d'ailleurs, Paul Krugman ou bien Joseph Stiglitz, il y a beaucoup de prix Nobel d'économie qui ont tous tiré la sonnette d'alarme, l'euro va finir par exploser. Et le drame de la France, c'est qu'on ne peut pas en débattre de façon sérieuse, technique et sereine
sans immédiatement se faire taxer d'être d'extrême droite. Donc en réalité, le débat en France n'a pas lieu, il est caricaturé, et il a lieu en revanche dans des pays comme l'Allemagne ou des pays scandinaves par exemple, ou au Royaume-Uni où là le débat est beaucoup plus libre. Oui, on voit d'ailleurs, on peut se renseigner sur différentes zones de Internet, voir les conférences de Nigel Farage, l'anglais qui ne mâche pas ses mots et qui explique correctement que finalement la démocratie a été volée aux Anglais mais aussi aux autres peuples. Oui, vous avez raison, parce que il y a plusieurs façons, vous savez, de voler la démocratie ou d'établir une dictature. Il y a la façon bête et méchante de jadis. Vous avez un dictateur qui prend le pouvoir et puis qui envoie des chars dans la rue et puis les gens n'ont plus qu'à se taire. Mais ça, c'est un peu le système, j'allais dire, c'est assez sommaire. Maintenant, nous sommes dans des systèmes beaucoup plus intelligents. C'est-à-dire que on organise des débats, mais des débats entre des partis politiques comme actuellement l'UMP et le Parti socialiste, qui en fait sont d'accord sur l'essentiel. La réalité, elle est là. On voit bien que d'ailleurs, on fait mousser des faux débats. Il ne parle que ce soit en matière monétaire, en matière européenne, en matière internationale, en matière militaire, en matière diplomatique. Les différences entre monsieur Hollande et monsieur Sarkozy sont en fait extrêmement ténues. Elles ne sont pas très importantes. Et pour la cerise sur le gâteau, c'est pour qu'empêcher qu'un débat beaucoup plus approfondi ait lieu, beaucoup plus vaste ait lieu. À ce moment-là, on introduit des trublions extrémistes, c'est le cas de Madame Le Pen, ou bien c'est le cas à l'autre bout de l'échiquier de Monsieur Mélenchon, et qui sont là pour tenir des propos extrémistes ou pour souvent mal assurés d'un point de vue technique, parce que Monsieur Mélenchon, comme Madame Le Pen, ne propose ni l'un ni l'autre de sortir de l'Union européenne, et lance des propositions qui sont toutes inapplicables dans le cadre des traités européens existants. Et donc il est très facile ensuite pour leurs contradicteurs de les mettre devant leur incohérence, et en réalité le débat est subtilisé. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une situation qui est très mauvaise, parce que les Français ont bien le sentiment que les débats de fond devraient avoir lieu et qu'ils sont subtilisés, qu'ils sont manipulés entre deux grands partis qui pensent la même chose et des extrémistes que l'on fait mousser pour servir de repoussoir. Eh bien, merci Monsieur Asselineau. On rappelle que vous avez des conférences sur différents médias Internet, à savoir Dailymotion, YouTube, Agoravox, et qu'il suffit de taper François Asselineau, A2SELINEAU, pour trouver toutes les conférences qui ont sujet l'euro, sujet l'Europe. Enfin, tout ce qui nous préoccupe actuellement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à la radio. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Asselineau. C'était passionnant. Au revoir. Au revoir. Ces 3 émissions, en compagnie de François Asselineau, nous auront permis de mieux comprendre les mécanismes qui ont conduit la France à la situation actuelle et d'alimenter notre réflexion quant à notre avenir.